L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Fidel Fio, groupe familial fondé en 1929 à Nantes, est devenu un leader dans la distribution d'emballage en France. Avec 7 agences réparties sur le territoire français, l'entreprise emploie 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 110 millions d'euros. Elle accompagne près de 12 000 clients issus de divers secteurs tels que l'industrie, l'agroalimentaire, la cosmétique et la santé. Jacques de Sonis, directeur général de Fidel Fio, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Jacques de Sonis. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Avec plaisir. Jacques, est-ce que la rencontre avec Fidel Fio, ça tient d'abord à une réponse d'offre d'emploi sur l'APEC? Alors effectivement, je rencontre pas mal de copains aujourd'hui qui me disent « Ah, ton job a l'air vraiment génial, c'était quoi ta recette, comment t'as fait, etc. » Et en fait, j'ai souvent un peu honte de dire j'ai rien fait de spécial. En fait, un soir, je me suis retrouvé à la maison, je me suis dit « Tiens, changement de programme, il m'est arrivé un truc que je n'attendais pas. Qu'est-ce que je vais faire dans mes 15 prochaines années ?» Et comme beaucoup de Français, j'ai simplement ouvert le site internet l'APEC en me disant « Tiens, qu'est-ce qu'il y a sur le marché ?» Et je suis tombé sur ce job qui m'a un peu troublé parce que quand je lisais l'annonce, j'avais l'impression que c'était le job que je venais de quitter. Donc je me suis demandé s'il me remplaçait déjà. C'est aussi ce destin dû à une histoire avec un fonds d'investissement américain qui vous a en quelque sorte damé le pion. Hein. Exactement. En fait, effectivement, j'étais dans une très belle PME de Loire-Atlantique depuis 5 ans. J'étais passionné par le projet et l'équipe avec lesquelles je travaille au quotidien. Et je me voyais très naturellement finir ma carrière dans cette entreprise en la reprenant progressivement auprès des entrepreneurs avec lesquels je travaillais. Et malheureusement pour moi en tout cas, il y a eu un contretemps puisqu'un acteur américain a fait une offre avec laquelle je n'étais pas capable de concurrencer, donc j'ai dû m'incliner. Et pour le coup, j'avais prévenu les entrepreneurs que si jamais c'était un investisseur financier qui venait, ça ne m'intéressait plus de la même manière, que je souhaitais du coup changer de voie, ce que j'ai fait le soir même sur l'APEC. Alors le sort a bien fait les choses, si j'ose dire, et vous a conduit vers Fidel Fio. Même chose, encore une histoire avec un fonds d'investissement américain qui s'est approché de Fidel Fio. Vous êtes condamné avec ces fonds d'investissement. Mais cette fois-ci, vous avez fait le bon choix parce que vous étiez aux commandes. Absolument. Ça fait même pas un an que je suis chez Fidel Fio, 6 mois précisément. Et mon petit doigt me dit qu'il se passe quelque chose au niveau capitalistique. Et je vais voir mon actionnaire familial principal pour l'interroger un peu plus. Et il me confesse assez naturellement et sincèrement qu'effectivement, il a été approché par un fonds américain avec des offres très agressives qu'il a refusées 3 fois et qui 3 fois de suite ont été augmentées. Et que du coup, naturellement, il prenait un temps de réflexion. La différence, c'est qu'effectivement, cette fois-ci, il a décidé de faire un autre choix, pas celui de la facilité financière, mais celui d'un projet familial et entrepreneurial qui avait du sens et auquel j'étais parfaitement associé. Et sur des acteurs minoritaires, on le comprend bien. Quand on est à la tête d'une entreprise qui existe, qui a été créée en 1929, est-ce qu'on se sent dépositaire de quelque chose ? Très clairement. En fait, on se sent être un simple passeur de témoins. Rien ne nous appartient, on a tout reçu et on doit tout transmettre en fait. Donc on construit quelque chose avec une équipe et on doit faire en sorte que l'entreprise soit toujours aussi belle dans les 50 prochaines années. Elle a su évoluer en 100 ans, elle évoluera encore les 100 prochaines années, je l'espère. Ouais, est-ce que ça vous inscrit automatiquement dans le temps long ? Est-ce que ça vous interdit de prendre des décisions justement dans l'urgence, dans une époque où tout s'accélère ? Absolument, c'est toujours le sujet, c'est qu'effectivement, on doit à la fois être hyper réactif et opportuniste sur tout le court terme, et en même temps, à chaque fois, savoir prendre le pas de côté et voir plus loin. Et on a choisi pour ça d'ailleurs d'avoir au sein de notre comité stratégique un administrateur dont la mission spécifique est d'être le gardien des valeurs. C'est-à-dire que sa fonction, c'est de nous alerter si jamais à un moment on dérape sur de l'opportunisme financier court-termiste, de nous dire attention, est-ce que vous êtes toujours fidèle à vos valeurs ? Heureusement, il n'a pas eu besoin d'ajouter son carton rouge pour l'instant. On est resté fidèle à nos valeurs, mais j'attache beaucoup d'importance à ce regard croisé.
Vous êtes le directeur général de cette entreprise. Quelle relation vous avez au quotidien, notamment avec Jean-François Boutier, qui est son président? Quel binôme vous avez construit avec lui? C'est vraiment le bon terme. En fait, on est vraiment un binôme. On travaille de manière très étroite et de manière très complémentaire tous les deux. Jean-François, du coup, est le président, mais il était le dirigeant opérationnel de la structure depuis pendant près de 20 ans. C'est lui qui a vraiment, dans l'héritage de son beau-père et du beau-père de son beau-père, vraiment accéléré le développement de l'entreprise. Et moi, j'ai reçu ça et j'ai pour charge de continuer à le transmettre. Et il a été très, très vigilant depuis le départ à me laisser la place, vraiment. Et très symboliquement, je n'étais pas arrivé depuis 6 mois, qu'il m'a laissé son bureau. C'est-à-dire qu'il n'a plus de bureau aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr que beaucoup de dirigeants qui souhaitent transmettre la direction d'entreprise soient capables de faire ce geste qui est symbolique, mais très fort. Est-ce que c'est vrai qu'ils vous disent souvent « bon, je vais te dire non, mais vas-y quand même ». C'est-à-dire cette contradiction ouais, c'est ça. En fait, vous dit qu'il vous fait confiance. C'est exactement ça. J'ai trouvé ça incroyable dès le départ et dans notre relation, c'est qu'il y a 0 histoire d'ego entre nous. On n'est pas à savoir qui est le plus grand des deux et qui va prendre le plus de place. Et du coup, chacun se respecte profondément. Et il m'a toujours dit voilà, qu'il m'avait recruté pour que j'aille là où il n'avait pas osé aller. Et du coup, il m'a naturellement dit voilà, il y a des moments où ça va me faire peur, je vais te dire non, mais continue quand même. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'il est toujours capable, même si on n'est pas sur un projet tout de suite aligné, il prend du recul, on prend du recul, et à la fin, on trouve toujours un point de convergence. Et on sait se remettre en question parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de dogmatisme de part et d'autre. Est-ce que cette audace, justement, Jacques Desaunny, c'est peut-être d'avoir fait la bascule, c'est aussi ce que vous incarnez, entre la logique de produit à la logique de solution? Vous avez fait un pivot quand même dans le business model, dans vos process qui vous conduit aujourd'hui à vous tourner vers des solutions, à sortir de la logique tout produit. Alors en fait, c'est un sujet majeur. Donc, Fidel Fio, on est distributeur d'emballage. Historiquement, beaucoup d'emballages, même en métal et plastique. Donc quand on dit ça, déjà, on a l'impression d'être le diable sur la terre. Et en fait, on a une vraie injonction, une obligation, un impératif, je pense, éthique en premier lieu, et social et sociétal, de se réinterroger sur notre modèle. Moi, ma conviction forte, c'est que l'emballage en tant que tel est une bonne chose. On a inventé l'emballage pour préserver les biens, donc c'est le premier rempart contre le gaspillage, l'emballage. Donc même d'un point de vue environnemental, c'est un outil essentiel. Néanmoins, la question reste de savoir quelle fonctionnalité, quel usage en fait cet emballage. Et du coup, c'est ça qu'on a voulu travailler avec toutes nos équipes et avec nos clients et nos fabricants. Donc on a plusieurs journées d'ateliers de travail cette année et qu'on va continuer sur, finalement, au-delà de vendre des produits d'emballage, notre vocation, ce n'est pas de vendre un seau ou un fût ou un flacon, c'est de vendre un usage, une fonctionnalité pour notre client. Et donc, c'est d'aller interroger le client vraiment sur qu'est-ce qu'il veut faire avec cet emballage et trouver avec lui des moyens d'emballer toujours aussi bien avec le moins de matière possible, le moins de produits emballage possible. Aller interroger le client, mais un emballage vertueux, c'est un emballage qui est plus cher, souvent et autour de 25%. Comment est-ce que vous allez le convaincre ? Au-delà du comptable, au-delà de l'analyse. C'est vrai que si on regarde à proprement parler des emballages de matières plus vertueuses, et notamment les matières recyclées sont plus chères parce qu'elles se font rares et qu'il y a une demande assez forte. Et donc là, il faut avoir un client qui partage cette conviction, qui soit capable d'en payer le prix, mais surtout, je veux dire que ma conviction, c'est que si lui partage cette conviction, il faut qu'il soit capable aussi de la faire partager à ses propres consommateurs et que tout le monde soit prêt à payer le vrai prix des bonnes choses, en fait. Si on regarde la loi AGEC 2040, on ne va pas la détailler là parce que c'est technique, est-ce que c'est ou est-ce que ça signe la fin de vos métiers ? On vous a jeté à l'eau et on vous a dit, bon, maintenant vous apprenez à nager, quoi. C'est un peu ça. Oui, c'est ça en fait. Si on regarde de manière assez caricaturale, on entend loi AGEC, c'est la fin de l'emballage unique l'emballage à usage unique à horizon 2040. Et donc effectivement, souvent on oublie le usage unique et on entend, on résume, c'est la fin de l'emballage en 2040. Donc on s'est dit, ok, il nous reste une quinzaine d'années là. Super, profitons-en et après c'est fini. Bien évidemment que ce n'est pas le cas. C'est une injonction un peu
qu'on pourrait juger provocatrice, mais qui, je pense, est nécessaire pour faire un électrochoc, en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on attend du gouvernement, et je pense qu'il répond à ça à travers ces différents organes, l'ADEME, Citeo, etc., qui font bouger les lignes avec des punchlines qui font trembler. Mais il nous faut ça pour pouvoir se remettre en cause. Sinon, effectivement, l'industrie peut avoir tendance à attendre la contrainte et l'ultimatum. Là, ça fait bouger l'industrie positivement parce que tout le monde se dit « Ok, alors c'est impossible d'arrêter l'emballage, mais comment est-ce qu'on fait pour répondre à cet impératif de moins de production d'emballage plastique, d'une partie pour la partie extraction de matières premières, mais de moins aussi de pollution plastique et donc d'arriver à bien collecter tous les emballages qui sont en circulation. Bon, en revanche, il n'y a pas des jours où vous arrivez au bureau et vous dites mais finalement on est coincé, il y a un chemin de crête ou des contradictions en tout cas, entre les réglementations environnementales et sanitaires. Comment est-ce que vous résolvez cette équation complexe? On vous demande tout. Alors, exactement, c'est un sujet extrêmement complexe et sur lequel nos clients sont souvent aussi en difficulté. C'est que l'emballage, sa fonction primaire, c'est de protéger ce qu'il contient. Et du coup, il y a des contraintes extrêmement strictes sur les caractéristiques de l'emballage pour protéger, si c'est un bien alimentaire. Évidemment, on est tous consommateurs, on n'a pas envie à un moment d'ouvrir un pot de yaourt et qu'en fait, le yaourt soit complètement moisi à l'intérieur. Donc en fait, il y a quelque chose de tacite. Le consommateur, aujourd'hui, pour lui, c'est évident qu'un produit emballé est sain. Et il n'y a plus beaucoup de scandales alimentaires aujourd'hui, et tant mieux. Maintenant, pour respecter ce côté strict sanitaire, il y a des contraintes sur la matière et l'emballage très très fortes qui sont en contradiction avec le recyclage, avec le réemploi. Et aujourd'hui, on a plein de produits ou de matières, d'emballage qui, s'ils sont recyclés ou réemployés, ne seront plus aptes au contact alimentaire. Donc il faut arriver à résoudre cette équation, mais je suis confiant, on y arrivera. Il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent là-dessus. Vous arrivez à peser justement sur les fabricants de la loi ou orienter les décisions publiques, de politique publique sur ces sujets-là? Alors on s'y emploie modestement, si je puis dire, parce que la plupart des fabricants sont des super structures internationales. Donc le marché français ne pèse pas forcément de manière majeure dans leurs équations. Et alors Fidelfio dans le marché français, c'est aussi un acteur de moindre ampleur. Donc voilà, on fait de notre mieux. On essaye d'appuyer de tout ce qu'on peut à notre échelle, sans prétention. Vous l'avez dit, Fidelfio, et la position, c'est de dire oui, vous avez raison de nous pousser. La réglementation, en tout cas, nous engage. Est-ce que c'est évident d'être militant et profitable? C'est possible, ça? Alors moi, c'est la conviction que je porte, c'est que la profitabilité. Alors déjà, il y a une question d'éthique, c'est que si on met de côté les valeurs et qu'on ne regarde que la profitabilité, je pense qu'il y a des métiers beaucoup plus juteux que ce qu'on fait aujourd'hui, donc on pourrait aller changer carrément de métier. Mais si on veut joindre les deux, je suis convaincu que sur une vision long terme, et encore une fois, c'est ce qu'on a dit, on est dans une entreprise qui s'inscrit depuis un siècle et qui s'inscrit sur les 100 prochaines années. Il n'est pas possible d'avoir une activité pérenne qui ne respecte pas des valeurs essentielles, de respect des autres et de l'environnement dans lequel on évolue. Bon, conciliation, donc équation que vous tentez de résoudre au quotidien. Merci beaucoup, Jacques de Sonis, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. De l'invité business. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.